Vendredi 21 février, en manchette, finale pour l'équipe masculine de hockey canadienne à Sochi. Bonsoir. Un match qui était très attendu à Sochi a connu un déroulement heureux pour le Canada cet après-midi. Les hommes ont remporté sur les États-Unis 1-0. Victor, c'est une grosse victoire pour nous puisque nous n'étions pas certains du déroulement de la partie. Bien, on n'est jamais certain contre les Américains, c'est toujours des matchs enlevants. Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est que le Canada passe en finale en l'emportant par la marque de 1-0 contre les Américains. Ils se donnent ainsi l'opportunité de défendre leur titre acquis aux Jeux de Vancouver de 2010. Et écoutez, Laurence, il y a quelque chose qui a su retenir l'attention parmi cette partie et aussi depuis le début des Jeux olympiques, c'est la défense, la canadienne, qui est vraiment excellente. Ils ont accordé que 3 buts lors des 5 derniers matchs et ils ont gardé c'est ce qui a mis le ton à la partie aussi également aujourd'hui. Donc, ils ont gardé le contrôle du jeu et malgré l'offensive américaine qui était très puissante, 31 tirs ont été dirigés vers le gardien Carey Price, mais il a tout de même signé un blanchissage. Il a été étanche. Et c'est pas nouveau, là. Les États-Unis et le Canada s'affrontent souvent aux Jeux olympiques. Oui, effectivement, c'est contre le Canada que les Américains se sont le plus affrontés lors des Jeux olympiques. À l'occasion de 18 parties, le Canada a eu l'avantage 10 fois. Et encore une fois, cette année, les Canadiens ont privé les Américains d'aller chercher la première marche du podium. La dernière médaille des Américains remonte à 1980 aux Jeux de Lake Placid. Et donc, c'est les Canadiens aujourd'hui qui empêchent encore d'atteindre l'or avant le 2018. Donc, ça fera 38 ans qu'ils n'auront pas eu l'occasion d'y toucher. Et on parle de compétition, mais quand on observe les médias sociaux, finalement, c'est une compétition qui se retrouve à être assez saine. Oui, c'est une saine compétition. Écoutez, c'est Stephen Harper qui lance à la blague sur Twitter à Barack Obama, le président des États-Unis, qu'il lui doit 2 caisses de bière puisqu'ils avaient pris un pari avant les 2 finales Canada-États-Unis dans les matchs de hockey masculin et féminin. Et puis, donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le Canada va en finale contre la Suède dimanche à 7 h. Ce sera les champions de 2010 contre les champions de 2006. La dernière fois que c'est arrivé, en 1994, la Suède l'avait emporté 3-2. Et on verra ce que ça va donner maintenant. Bien, merci. On espère une médaille pour le Canada. Maintenant, du côté de Montréal, Denis Coderre confirme que le projet de recouvrement de l'autoroute Ville-Marie ira de l'avant. La Ville de Montréal veut rétablir un espace terrestre fonctionnel et accueillant entre le Vieux-Montréal, le centre-ville et le quartier du Nouveau-Chum avec ce recouvrement de l'autoroute. Une étude a révélé l'an dernier qu'il en coûterait 1,5 milliard de dollars et le dossier sera confié à l'un des principaux idéateurs du projet, le chef de l'opposition, Richard Bergeron. Le projet est réalisé en grande partie pour le 375e anniversaire de Montréal. On veut que ce soit un leg pour 2017 maintenant. Ça se peut que ce ne soit pas finalisé en 2017, mais le travail va se faire en conséquence, puis c'est vraiment basé pour les travaux pour célébrer notre métropole. En Ukraine, le président Viktor Yanukovych et l'opposition ukrainienne ont signé un accord de sortie de crise qui semble avoir calmé les foules au centre-ville de Kiev. L'accord prévoit d'importantes concessions au pouvoir, une élection présidentielle anticipée, la formation d'un gouvernement de coalition d'ici à 10 jours et un retour à la Constitution de 2004. Toutefois, difficile de dire si cela sera suffisant au lendemain d'affrontements qui ont fait de près de 80 morts et des dizaines de blessés. La question est maintenant de savoir jusqu'à combien de temps cet accord calmera les tensions. Au Québec, maintenant, l'opposition au gouvernement se fait aussi entendre. Elle ne lâche pas prise dans ce dossier de présumée entente conclue entre Blanchet, le mari de la première ministre Pauline Marois, et la FTQ. Le PLQ et la CAQ se sont rangés derrière une motion pour contraindre M. Blanchet et Mme Marois à faire entendre leur version des faits. La date de leur comparution en commission parlementaire se fait toutefois toujours attendre. Rappelons que l'entente consisterait à un investissement du Fonds de solidarité FTQ dans l'entreprise Capital BLF de M. Blanchet. Du côté de l'Université du Québec à Trois-Rivières, on sait que l'université compte qu'une seule association étudiante interne de premier niveau depuis 1972, l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Mais certains groupes du pavillon Michel Sarrazin songent à se désaffilier et Jessie Boulanger nous explique pourquoi. Les associations étudiantes du pavillon Michel Sarrazin se sentent à l'écart. Elles ont l'impression que l'Association générale étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières ne touche pratiquement plus à leur dossier. Certaines parlent de désaffiliation. Un désir de s'autogérer.
Au Michel Sarrazin, on a très peu la présence de la GQTR. Le local qui était là avant appartenait à la GQTR et c'est les seules fois qu'ils sont venus faire des présences pendant que j'étais là, c'était pour vendre des agendas. Lorsqu'on a demandé son soutien, il ne nous l'a pas apporté. Au contraire, il nous l'a carrément enlevé, il nous a carrément mis des bâtons dans les roues. Advenant ce scénario, les associations du pavillon Michel Sarrazin auraient une communication directe avec la direction de l'UQTR. Toutefois, l'idée ne plaît pas du tout à l'AGE. Au niveau des individus qui composent ce groupe-là, oui, ils sont aptes. Au niveau de l'université, avoir toutes des associations de niveau 1, c'est impossible. Mais depuis que cette menace de désaffiliation est dans l'air, certains étudiants constatent un changement d'attitude de la part de l'Association générale étudiante. Je crois que ça fait peur à la GQTR, justement. Ils ont récemment parti un comité de restructuration de la GQTR, qui est un projet qui se développe depuis à peu près 4 ou 5 ans, mais les vraies avancées concrètes sont arrivées depuis que le projet de désaffiliation a commencé à être parlé. L'AGE assure que la présence de leur association se fera désormais sentir davantage. Ces appels-là ont été entendus, ils ont été répondus déjà. Donc, on est déjà en train de reprendre, aller les voir, aller les consulter, être plus présent là-bas. Le projet de désaffiliation est encore embryonnaire. Il est donc difficile de déterminer quels seront les changements majeurs pour les étudiants. Je ne connais pas les conséquences de la séparation ou de rester ensemble. Je n'étais pas au courant. C'était pas au courant? Non. Ce processus-là va être long. Je ne crois pas voir l'aboutissement, moi, personnellement, de ce projet-là. Et l'Association générale des étudiants de l'UQTR ne peut pas vraiment choisir dans cette situation-là, n'est-ce pas, Jessie? Eh bien, vous savez, il y a plusieurs problèmes qui suscitent l'attention de l'AGE. Par contre, cette association de premier niveau n'a pas le pouvoir de faire en sorte d'un choix sur la désaffiliation. Suite à mon reportage, Laurence, on peut constater que les associations étudiantes du pavillon Michel Sarrazin auront beaucoup de travail à faire pour finir de monter ce dossier et de se faire entendre par l'université. Cette démarche est un problème qui risque de prendre encore plusieurs mois avant d'être résolu. Et s'ils y parviennent, peut-être que d'autres associations étudiantes voudront elles aussi se désaffilier. Et vous comprendrez qu'évidemment, c'est ce qui effraie l'AGE. Merci, Jessie. En vue de la prochaine campagne électorale, Martine Desjardins, connue pour son implication comme leader dans la crise étudiante de 2012, a été courtisée par le Parti québécois. Elle l'a elle-même annoncé sur les médias sociaux, mais elle dit encore être en réflexion. Si jamais elle décide de passer au PQ, elle rejoindrait son compagnon d'armes de la crise étudiante, Léo Bureau-Blouin. Axel, dans le budget déposé jeudi par le ministre des Finances, Nicolas Marceau, on constate que vraiment le mot d'ordre, c'est le déficit zéro d'ici 2016. Oui, il a fixé les déficits à atteindre à 1,75 milliard de dollars durant la période de 2014 à 2015, puis justement à atteindre le déficit zéro durant la période de 2015 à 2016. Mais d'autres points ressortent aussi justement de ce budget, comme par exemple l'augmentation des frais de garderie. Ces frais justement passeront de 7 $ par jour à 8 $ par jour à partir de septembre 2014, puis de 9 $ par jour à partir de septembre 2015. Ça brise un petit peu la promesse du Parti québécois qui disait qu'ils jamais ils n'augmenteront des tarifs durant leur mandat. Mais aussi les commissions scolaires sont elles aussi touchées parce qu'en fait, justement, le ministre des Finances veut essayer de regrouper les 72 commissions scolaires du Québec pour essayer de récupérer une sorte environ 125 millions de dollars qui dit vouloir réinvestir justement dans le service des élèves et dans le salaire des employés. Ça crée un petit peu la peur au niveau de la Fédération des commissions scolaires du Québec parce qu'eux, ils ont peur en fait que ça augmente les frais de scolarité. Mais puis ce budget aussi nous parle aussi de la fiscalité où ils disent qu'il n'y aura aucune augmentation ou aucune baisse au niveau des taxes et des impôts. Et mis à part le budget Marceau, on constate aussi qu'il y a une récente baisse du PIB québécois. Oui, justement, l'Institut de la statistique du Québec nous dit que l'activité économique québécoise est en régression. Le produit intérieur brut passe à baisser environ de 0,2%. C'est la première baisse qu'on voit après justement 4 mois de hausse consécutive. C'est une contre-performance pour certains justement parce que en fait, le produit intérieur brut canadien a elle augmenté de 0,2%. Cette baisse est justement due à une baisse dans le secteur de la production et de la fabrication, qui sont deux secteurs vraiment importants pour l'économie québécoise. Merci beaucoup, Axel.
N'oubliez pas que demain matin, 7h, c'est la grande finale du hockey masculin et le Canada affrontera la Suède. C'est ce qui termine notre bulletin de nouvelles de ce samedi 22 février. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie et vous souhaite une excellente fin de soirée.